On s'aperçoit que vraiment, dans la plupart des pays, l'histoire est pervertie, généralement pour des motifs politiques. Ah, naturellement. L'histoire ne peut être pervertie. Elle est pervertie essentiellement pour des motifs politiques, puisque elle est telle qu'elle était faite jusqu'à présent et dans tous les pays du monde, au service d'une cause. Le tout, c'est de déceler la cause qu'elle défend. Bienvenue dans ce premier épisode de l'Histoire rétablie. Le but de notre chaîne, l'Histoire rétablie, est de traiter de pages d'histoire qui sont souvent falsifiées ou considérablement déformées à des fins souvent idéologiques ou politiques. Notre objectif, comme l'indique le nom de notre chaîne, est de décrypter les discours de falsification, d'analyser les sources sur lesquelles ces discours s'appuient, avant de rétablir les faits historiques en les documentant de manière sourcée et vérifiable par chacun d'entre vous, afin de déconstruire la propagande et ou la falsification et de rétablir l'histoire. Ce premier épisode est consacré à une polémique surgie pendant le Festival de Cannes, au cours duquel, lors d'une conférence de presse de présentation d'un film consacré à la vie du résistant Jean Moulin, l'acteur Gilles Lellouche, répondant à la question d'un journaliste de gauche, a refusé d'établir d'une part une filiation historique entre la collaboration et le Rassemblement national, et d'autre part une filiation implicite entre la résistance et la France insoumise. Analysons donc les faits, en commençant par prendre connaissance de la question posée par ce journaliste, ou plutôt ce propagandiste, d'un média qui se nomme Parole d'honneur. Même si vous verrez que le nom Parole de collaborateur ou Parole de collabo serait sans doute plus approprié pour ce type de média. Encore, monsieur. Oui, donc je suis Yazid du média Parole d'honneur et donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement national, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traîtres à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance? Question pour Gilles Lellouche, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française. Moi, je sens qu'on a fait ce qu'on a pu pour rendre hommage à Jean Moulin, qui était pour moi une figure dont on n'a pas vraiment mesuré la portée dernièrement, puisqu'on oublie un peu. Ouais. Juste une terme. On oublie la dimension de ce qu'une figure, au-delà de la figure historique, la personne, de ce qu'elle a accompli. Et pour moi, ce qui m'apporte, c'est d'emmener le spectateur dans une réalité avec quelqu'un qui est beaucoup plus seul que ce qu'on pense. Et en étant seul, avec sa responsabilité d'être humain, pour moi, c'est toujours l'individu et la liberté qui sont les choses les plus importantes. J'ai grandi dans un pays où on n'avait pas la liberté, notamment dans les années 80. Je suis arrivé en France en 89. C'était comme changer de planète. Et j'oublierai jamais la situation où on n'a pas la liberté dans la vie quotidienne. On est en ligne, en classe, dans le gymnase, et on chante des chants soviétiques. L'équivalent, vous voyez. Donc du coup, pour moi, la liberté individuelle, c'est ce qui est le plus important. Et je crois que c'est le message, si vous voulez, de Jean Moulin. Et c'est pour ça qu'il est mort. Voilà. On peut simplement compléter en disant que ce qui nous a bouleversé dans le parcours de Jean Moulin, c'est que c'est un homme qui se situait au-dessus des partis. Il a d'ailleurs tenté, dans son rôle de chef de la résistance, de rassembler autour, non pas tant de la nation, mais de la patrie. La patrie, c'est liberté, égalité, fraternité. Il est mort au nom de la liberté. Depuis cette conférence de presse, Gilles Lellouche est harcelé par l'extrême gauche sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir abondé dans le sens de la question posée par le journaliste d'extrême gauche de Parole de collaborateur. A-t-il eu raison de ne pas considérer, comme l'auteur de la question, que le RN avait été fondé par les collaborateurs de Klaus Barbie, des traîtres à la France, comme l'indique l'auteur de la question? Pour répondre à cette question, il nous faut établir qui étaient les fondateurs du Front National, en 1972. Comme les sources sont multiples dans ce domaine, et pour couper court à toute polémique sur ce sujet, nous avons choisi d'utiliser les sources de l'extrême gauche concernant les membres fondateurs du Front National avec une liste assez étoffée que nous avons trouvée sur un site d'extrême gauche. À l'examen de cette liste, on remarque tout d'abord que le titre sous lequel elle est présentée, Les fondateurs du Front National étaient à Vichy, pas à Londres, est en contradiction avec le contenu de cette liste, puisque, parmi les noms que comporte cette liste,
La majorité absolue des hommes et des femmes qui la composent, et qui étaient adultes ou adolescents avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont d'anciens résistants ou membres de la France libre. Y figura en effet Georges Bidault, grande figure de la Résistance qui a notamment été le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance, Jean-Maurice Demarquet, membre de la France libre, Pierre Sergent, ancien résistant, membre du corps franc, Liberté, avec lequel il prend part à la libération de Paris. Roger Olindre, ancien résistant qui, à l'âge de 15 ans, participe à plusieurs coups de main contre l'occupant et capture personnellement 2 mitrailleuses jumelées allemandes. Rolande Birgui, grande résistante, surnommée Béret Bleu, nommée du titre Yad Vashem de Juste parmi les nations, après la libération, pour avoir sauvé de nombreux enfants juifs. Serge Jeanneret, ancien résistant, membre du réseau Alliance, réseau qui a eu le plus fort taux de perte de tous les réseaux de résistance sous l'occupation. Nous constatons donc que, non seulement les membres fondateurs du FN ne comportent aucun individu qui ait directement collaboré avec Klaus Barbie, mais que ce sont en majorité des anciens résistants ou membres de la France libre, et que l'un d'entre eux a même été le successeur direct de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance. Il est donc faux de dire que le FN a été fondé par des collaborateurs de Klaus Barbie, et il serait bien plus juste de dire qu'il a été fondé par des collaborateurs de Jean Moulin, pour rester dans le sujet de la conférence de presse. Quant à la présence finalement minoritaire d'anciens collaborateurs au sein du FN en 1972, il convient de l'examiner en tenant compte du contexte historique et du fait que tous les partis politiques, à l'époque, comptaient d'anciens collaborateurs. Ainsi, au moment de la création du FN, le Parti communiste français était dirigé par Georges Marchais, qui avait passé la guerre comme travailleur volontaire dans les usines Messerschmitt en Allemagne. Par ailleurs, la plupart des grandes figures connues de la collaboration ont poursuivi leurs activités politiques, après la libération, dans des partis tout autres que le Front National, souvent de gauche, comme Paul Touvier ou René Bousquet, ou même auprès des gaullistes, comme Maurice Papon ou Louise Weiss, alors que cette dernière venait pourtant de la gauche. S'il y a une filiation historique à trouver chez les membres fondateurs du FN, elle se trouve donc plutôt du côté de la résistance, et non du côté de la collaboration. Mais analysons les choses bien plus profondément. Derrière cette accusation récurrente, en politique, contre le RN, se trouve l'idée que, de manière générale, le RN, positionné à la droite de l'échiquier politique, serait d'extrême droite, et, à ce titre, héritier de la collaboration. À l'opposé, ses adversaires les plus résolus, notamment la France insoumise, classée à l'extrême gauche, seraient donc, pour leur part, les héritiers de la résistance. Pour interroger le bien-fondé de cette accusation, il faut donc se plonger dans les travaux effectués par les historiens spécialisés sur cette question et voir comment ont pesé les idées politiques, qu'elles soient d'extrême droite ou de gauche, dans les choix qui ont été faits entre la résistance et la collaboration par les Français à partir de 1940. Voici ce que disent les historiens à ce sujet, dans des interviews que vous pourrez notamment retrouver dans 2 documentaires de France Télévisions, respectivement intitulés « Quand l'extrême droite résistait » et « Quand la gauche collaborait », dont vous retrouverez les liens en commentaire. Tout d'abord, pour comprendre comment les idées politiques ont pesé dans les choix entre résistance et collaboration en 1940, il faut se plonger dans le contexte de ce que fut l'avant-guerre, où la gauche et l'extrême gauche étaient caractérisées par l'importance première de l'idéologie pacifiste. Voici ce qu'en disent les historiens Olivier Vieviorca, Pascal Horry et Simon Epstein, auteurs de 2 ouvrages de référence sur ce sujet, Les Dreyfusards sous l'occupation et Un paradoxe français, antiraciste dans la collaboration, antisémite dans la résistance. La société française, qui incontestablement a été patriote, union sacrée dans sa grande majorité en 1914, revient très profondément pacifique et pour une élite pacifiste. Ça se voit dans l'évolution, par exemple, du syndicat national des instituteurs. Avant-guerre, l'instituteur, c'est vraiment le patriote par excellence, républicain mais tricolore. En 1918-19, beaucoup d'instituteurs vont désormais être indéfectiblement partisans de la paix. Donc le pacifisme est absolument fondamental et il s'identifie plutôt à la gauche, socialiste, mais aussi communiste. Ce pacifisme imprègne la société française de l'entre-deux-guerres. Il se manifeste chez les anciens combattants, dont le credo est « plus jamais ça », mais aussi par une littérature prolifique où certains récits témoignent de l'horreur des tranchées. Ce pacifisme trouve son impulsion en politique au milieu des années 20, en la personne d'Aristide Briand, inamovible ministre des Affaires étrangères. Plus de guerre.
Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples. Aristide Briand devient, d'une certaine façon, entre 18 et le début des années 30, sa mort, de plus en plus partisan, sinon de la paix à tout prix, dans tous les cas d'un rapprochement avec l'Allemagne, de la Société des Nations. Et un futur collaborationniste comme Jean Luchaire, c'est vraiment clairement un héritier d'Aristide Briand. C'est à la fin des années 20, marquée par de bonnes relations franco-allemandes, qu'émerge la génération dite réaliste. Jean Luchaire, journaliste et fondateur du journal Notre Temps, fait partie de cette génération de jeunes Français prêts à s'investir dans les combats de la gauche pour le progrès et désireuses de consolider cette bonne entente avec l'Allemagne. Jean Luchaire est un intellectuel de gauche. Il est ami de la LICA. Il participera à certaines activités de la Ligue internationale contre l'antisémitisme en 1931-1932. Et il développe un pacifisme raisonné qui est fondé sur l'idée que, mon Dieu, il n'y a strictement aucune raison que la France et l'Allemagne continuent à s'entre-déchirer. Il établit un contact avec un jeune démocrate allemand, très sympathique, lui aussi partisan d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne, qui s'appelle Otto Abetz. Et ils établissent une espèce de structure de rencontre qui permettra à des jeunes des deux pays d'échanger leurs impressions et puis de développer leur commune volonté de paix. Le personnage d'Otto Abetz est fascinant, et d'ailleurs il fascinera à l'époque beaucoup de futurs collabos, parce qu'il est de ces Allemands qui ont tendu la main aux Français et auxquels les Français ont tendu la main avant Hitler, à la fin des années 20, au début des années 30. En 1933, moins d'un an après la mort d'Aristide Briand, Hitler et les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Pourtant, à gauche, on pense que la réconciliation, même avec une Allemagne hitlérienne, est encore possible. Y compris des personnalités comme Léon Blum, qui dans son journal Le Populaire entretient cette illusion. Il n'y a pas un article sur le réarmement allemand, en 1933, 1934 et 1935 dans Le Populaire. Et il n'y a pas un article sur le réarmement allemand parce que l'obsession de la gauche est une obsession pacifiste. On ne veut pas faire la guerre à l'Allemagne, même hitlérienne. On dénonce le nazisme dans sa nocivité contre les juifs ou contre la gauche. On ne veut pas dénoncer le danger que représente une Allemagne qui réarme pour la France. Et c'est ça qui va conduire Léon Blum à développer, au fur et à mesure que les nouvelles arrivent, selon laquelle Hitler est en train de réarmer l'Allemagne, à développer des théories de plus en plus fantaisistes, du genre l'Allemagne réarme, alors il faut que la France désarme, pour créer une dynamique de désarmement mondial. Et donc, s'il y a une dynamique de désarmement mondial, l'Allemagne ne pourra pas réarmer. Avant-guerre, la gauche est donc massivement pacifiste, même après l'accession d'Hitler au pouvoir, et prône pendant plusieurs années, au cours desquelles la France perd son avantage militaire face à une Allemagne nazie qui réarme, le désarmement de la France. Mais quelle est donc la position de l'extrême droite, au même moment, sur le danger allemand? Il ne faut pas oublier, c'est que l'extrême droite de cette période est obsédée par le danger allemand. Et donc, si vous lisez les parutions de l'extrême droite, ou si vous lisez, bien entendu, l'Action française, mais aussi d'autres publications, il y a une espèce d'obsession de ce qui se passe en Allemagne. Donc, si on regarde l'extrême droite française de 1933 à 1936, disons, elle est obsédée par le danger allemand, et elle accuse la gauche française d'être trop magnanime, d'être trop sympathique, d'être trop indulgente à l'égard de l'Allemagne. À l'égard de l'Allemagne avant la montée des nazis, mais même après la montée des nazis au pouvoir. L'extrême droite française, avant-guerre, dénonce donc le danger que représente l'Allemagne nazie pour la France, et le mouvement d'extrême droite, l'Action française, dirigé par Charles Maurras, fera même traduire Mein Kampf en français pour faire comprendre à la population la menace que représente Hitler pour la France, tandis que la totalité de la gauche française reste sur une ligne résolument pacifiste de rapprochement franco-allemand. Voyons maintenant comment la gauche évolue à la veille du déclenchement de la guerre, notamment quand elle est confrontée, en 1938, aux accords de Munich. Tandis que la France du Front populaire vit une parenthèse enchantée, le Troisième Reich avance ses pions. Après l'annexion de l'Autriche, c'est au tour de la Tchécoslovaquie d'être réclamée par Hitler. Hantés par les perspectives d'une nouvelle guerre, les dirigeants anglais et français finissent par plier face aux exigences du Führer et signent les accords de Munich en septembre 1938. Les accords de Munich, il faut le rappeler, sont votés par la gauche, hormis les communistes. Donc il est clair que la gauche est plutôt favorable à Munich. Mais vous avez, pourrait-on dire, deux types de Munichois. Vous avez les Munichois qui, au fond,
pense que la paix est sauvée et que cette paix, il va falloir la sauvegarder à tout prix. Et c'est dans une certaine mesure l'idée d'un pôle fort. Et puis vous avez les Munichois de raison qui pensent que Munich est la dernière concession que l'on doit offrir au chancelier Hitler et que si, après Munich, les intentions bellicistes de l'Allemagne persistent, il ne faudra plus hésiter à aller au conflit. Et c'est la position de Léon Blum. Dans les mois qui suivent, toutes les formations politiques marquées à gauche éclatent entre les partisans du réarmement et les ultrapacifistes. Paul Faure, le numéro 2 de l'AICFIO, se heurte à Léon Blum, désormais favorable à la défense nationale. Le parti se divise. Un tiers des militants suivent Paul Faure. C'est le cas de Charles Spinasse, député SFIO de la Corrèze et ancien ministre de l'économie puis du budget sous le Front populaire. Même les syndicats se déchirent. Une minorité anticommuniste de la CGT suit René Belin, ancien agent postier et l'un des responsables de l'organisation syndicale, qui reste munichois et partisan d'une paix, coûte que coûte. Les pacifistes sont de moins en moins nombreux, mais ils sont de plus en plus pacifistes. Les syndicalistes postiers, instituteurs, René Belin, campent sur leur position. Et même au moment de Munich, c'est l'argumentation, plutôt une mauvaise paix qu'une bonne guerre, quoi. Donc il faut bien voir que la France, qui entre en guerre en 1939, est complètement démantibulée. Aucun parti politique n'a résisté à la montée des périls. Et Munich annonce à peu près les clivages. C'est-à-dire qu'en dehors des communistes, vous pouvez photographier la situation politique de la France au moment de Munich, vous avez les futurs résistants, les futurs collabos. Là, c'est clair. La gauche non marxiste vient d'éclater sous le coup des accords de Munich. Le 23 août 1939, c'est au tour des communistes. L'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression dans lequel des clauses secrètes prévoient l'invasion et le partage du territoire polonais entre les deux puissances. Cette alliance contre nature déchire le Parti communiste français, qui de fait devient indirectement allié de l'Allemagne. Marcel Giton, le numéro 3 du parti, comme de nombreux camarades, finit par rompre avec l'appareil les mois suivants. En 1939, ce qu'on donne comme consigne à un bon communiste, c'est d'accepter le pacte. Louis Aragon va chanter les louanges du pacte. Et par conséquent, la fidélité à l'appareil et à l'Union soviétique, au moment du pacte germano-soviétique, est véritablement considérée par les dirigeants du Parti communiste français comme la pierre angulaire, l'épreuve avec un E majuscule qui permet de voir qui est véritablement fidèle, sur qui on peut véritablement s'appuyer et qui ne l'est pas. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, en septembre 1939, conduit le gouvernement Daladier à déclarer la guerre au Troisième Reich, mais aussi à dissoudre le Parti communiste qui refuse de dénoncer l'agression soviétique. Après plusieurs mois d'inertie, les troupes nazies finissent par attaquer à l'ouest le 10 mai 1940 et pénètrent en France quelques jours plus tard. Partout, c'est la débâcle. Le chef du Parti communiste, Maurice Thorez, tenu par sa fidélité au pouvoir soviétique, a déserté l'armée française pour rejoindre Moscou. On relève même des actes de sabotage dans les usines d'armement contre les forts de guerre français. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le drapeau nazi va flotter sur la capitale pendant 4 longues années. C'est l'occasion pour le Parti communiste, interdit en France, de tenter de sortir de la clandestinité. Quelques jours plus tard, sur ordre de Jacques Duclos, le chef du Parti communiste clandestin, un haut dirigeant du parti et 2 militantes se présentent dans les bureaux de la Kommandantur à Paris pour faire reparaître l'Humanité, interdit depuis plusieurs mois. Les Allemands ne s'y opposent pas. Mais c'est le tout nouveau gouvernement de Vichy qui proteste auprès des autorités d'occupation pour empêcher sa reparution. Vous imaginez quand même, symboliquement, l'histoire de la France, si l'Humanité avait reparu ne serait-ce que 2-3 numéros. Donc là, au sein du Parti communiste, il y a de toute façon un débat, et assez vite, des consignes de prudence sont envoyées, même par Moscou. Mais la démarche de ces militants assez élevés dans l'organigramme communiste est très significative. La tentative échoue, mais l'Humanité est toujours diffusée clandestinement. On y lit pendant plusieurs mois jusqu'à la rupture du pacte germano-soviétique des articles anti-anglais ou encourageant une entente franco-allemande. Au moment des accords de Munich, la gauche est donc unanimement favorable à cet accord, à l'exception du Parti communiste qui, aux ordres de Moscou,
recherche la confrontation entre l'Europe occidentale et l'Allemagne nazie, pour soulager la pression que cette dernière peut exercer contre l'Union soviétique. Mais cet épisode n'empêche pas le Parti communiste français d'entrer dans la voie de la trahison en 1939, au moment du pacte germano-soviétique. On peut dire que, dès 1939, le Parti communiste devient le premier parti collaborateur. Ce parti politique, qui trahit la France de 1939 à juin 1941 et qui entrera également dans la voie de la trahison au moment de la guerre d'Indochine, est le seul parti politique contemporain dont on peut vraiment dire qu'il a trahi la France. En 1940, quand survient la défaite, des Français font le choix de rejoindre immédiatement Londres pour se joindre à l'appel lancé le 18 juin par le général de Gaulle. Examinons donc quelles sont les motivations qui les animent. En cet été 1940, si certains individus cherchent à lutter contre l'occupant depuis la France, d'autres font un tout autre choix. Ils rejoignent l'Angleterre et s'engagent dans la France libre du général de Gaulle qui a lancé son appel à la résistance le 18 juin. C'est le cas de Gilbert Renaud, l'un des émeutiers du 6 février 1934, qui à Londres prend le pseudonyme de colonel Rémy. Rémy a été horrifié par le spectacle de la débâcle et par le soulagement général à l'annonce de l'armistice. Le 18 juin au matin, ayant entendu dire que les Allemands arriveraient à Vannes dans l'après-midi, ce qui d'ailleurs ne s'est fait que 2 ou 3 jours plus tard, j'ai dit à ma femme, si Hitler gagne cette guerre, toi et moi, nous allons devenir des esclaves, et nos enfants seront élevés dans la doctrine nationale socialiste, autrement dit, leur âme sera perdue. Je pense que tu es d'accord avec moi que dans une telle hypothèse, il vaudrait mieux que nous mourions tous. Je vais essayer d'aller me battre. Le réflexe qui m'a fait partir pour l'Angleterre trouvait son origine dans l'enseignement que depuis 20 ans, je recevais sous la signature de Charles Maurras. Nourri de l'action française, il ne m'était pas possible de reconnaître comme définitive la défaite de la France, expliquera-t-il plus tard. Dans ces débuts de la France libre, peu nombreux sont les hommes comme Rémy qui se rallient au général de Gaulle. En 1940, autour du général de Gaulle se regroupent des gens qui viennent d'horizons très différents. On peut noter une surreprésentation des Juifs et des membres de l'extrême droite. La surreprésentation des Juifs s'explique par le fait qu'ils ont beaucoup à craindre, beaucoup à redouter de l'occupation allemande. Quant à l'extrême droite, pour eux, pour une partie de l'extrême droite, il est clair que la défaite de la France est considérée comme un drame et qu'il faut réagir de manière absolue à cette défaite. Ce qui va amener De Gaulle lui-même à dire « j'avais autour de moi », il y a plusieurs façons, il y a plusieurs expressions de cette fameuse formule « j'avais autour de moi des juifs lucides et des aristocrates », et il y a des formules un peu plus, disons, vulgaires du style « j'avais avec moi la synagogue et la cagoule », enfin, oui, De Gaulle lui-même vient d'un milieu influencé, ou lui-même personnellement a été intellectuellement influencé par le maurassisme, bien qu'il ait développé ses propres conceptions et sa propre logique nationaliste, si vous voulez. De Gaulle, qui essaye de fédérer le maximum de volontaires, est tiraillé entre sa gauche et sa droite. Au sein de son propre camp, certains lui reprochent de n'être pas assez républicain. Les Français qui rejoignent Londres dès 1940, quand ils le font en réponse à une motivation idéologique, et non pour fuir la menace nazie à cause du risque qu'elle représente, compte tenu de leurs origines, sont donc quasi exclusivement d'extrême droite. Au même moment, la résistance intérieure française est quasi exclusivement fondée par l'extrême droite, et on constate que la plupart des chefs des grands réseaux de la résistance intérieure, créés dès 1940, sont tous issus de l'extrême droite ou porteurs d'idées qui lui sont assimilées. Qu'il s'agisse de Georges Loustonneau-Lacau, fondateur de ce qui deviendra le réseau Alliance, de Marie-Madeleine Fourcade, qui lui succède à la tête de ce réseau, des 3 frères d'Astier de la Vigerie, monarchistes, dont Emmanuel qui fonde le réseau Libération, d'Henri Freinet, fondateur du plus grand réseau de résistance intérieure, Combat, profondément anticommuniste, d'Alfred Touny, fondateur de l'organisation civile et militaire, ou de Gilbert Renaud, alias le colonel Rémy, fondateur de la confrérie Notre-Dame. À l'opposé, voyons donc quelle est la couleur politique du personnel qui rejoint Vichy, notamment après l'épisode de la poignée de main de Montoire, fin 1940, si l'on exclut les résistants qui sont présents à Vichy dans un but de noyautage des institutions. Pétain investi, il entend renouveler la société en profondeur. À Vichy, des politiciens d'avant-guerre s'emploient à forger leur propre conception de cette révolution nationale, y compris dans le domaine économique. Une nouvelle organisation du travail est souhaitée. La dissolution des syndicats est préconisée au profit des corporatismes, c'est-à-dire la répartition par métier de la société française, comme sous l'Ancien Régime. Chacun imagine en 1940, au fond,
le Pétain idéal. Donc ce Pétain idéal peut séduire, dans une certaine mesure, la gauche. Une partie de la gauche reconnaît Pétain immédiatement comme un ennemi. Mais une partie de la gauche se demande si, au fond, Pétain n'a pas raison. Alors, il n'a pas raison sur quoi? Il n'a pas raison, par exemple, sur le corporatisme. Vous avez, à l'intérieur de la gauche, une partie de la gauche qui est relativement anti-marxiste et qui se méfie de la lutte des classes. Tendance qu'incarne, dans une certaine mesure, l'un des responsables de la CGT, René Belin. René Belin, ex-numéro 2 de la CGT, devient ministre du Travail du Maréchal et va être, sinon le rédacteur, c'est d'autres qui travaillent derrière pour lui, mais en tous les cas l'inspirateur, celui qui cautionne la charte du travail, qui est une charte corporatiste. Et ça, c'est une tendance profonde qui explique que pas mal de syndicalistes vont suivre ce mouvement. Le 24 octobre 1940 a lieu l'entrevue de Montoire, qui scelle la politique de collaboration entre Vichy et l'Allemagne nazie. Quelques mois après l'armistice, cette poignée de main semble promettre aux partisans de la paix que la France va se préserver définitivement de la guerre qui se poursuit entre Britanniques et Allemands. Une partie de cette gauche pacifiste se rallie alors au pétainisme. Charles Spinasse et d'autres socialistes proches de Paul Faure soutiennent dans leurs journaux la nouvelle politique de collaboration. Il y a une gauche modérée, celle qui va s'exprimer dans un groupe qu'on appelle le Rouge et le Bleu, qui essaye de présenter la collaboration comme une nécessité. Ils sont contre l'idée de continuer la guerre, ils sont contre l'idée de faire la résistance parce que c'est aussi une façon de faire la guerre, et donc il faut soutenir Pétain parce que Pétain essaye de protéger ce qu'il peut protéger. Ils disent c'est la réalité, c'est comme ça, l'Allemagne est plus forte, l'Allemagne va rester, donc il faut qu'on trouve un modus vivendi qui permette de respecter les intérêts minimums de la France et aussi les intérêts de la gauche française. Par exemple, Paul Faure intervient sans arrêt pour protéger des instituteurs qui sont menacés d'être vidés ou qui sont menacés parce qu'ils sont résistants. Donc des instituteurs socialistes d'avant, vous voyez, il fait des interventions, il essaye d'utiliser sa présence à Vichy pour amoindrir les dégâts, si vous voulez. Mais il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin, et c'est ceux qui ont franchi la ligne qui consiste à dire c'est pas simplement on le subit parce qu'on n'a pas le choix, mais on est content que ça soit comme ça. À Vichy, le néo-socialiste Marcel Déat et l'ex-communiste Jacques Doriot ambitionnent chacun de jouer un grand rôle. Jacques Doriot espère porter son Parti populaire français au pouvoir. Il se rapproche d'Adrien Marquet, un proche de Déat, alors ministre de l'Intérieur de Vichy, et conspire avec lui dans ce but. Mais Pierre Laval, averti des intrigues de son ministre, l'évince du gouvernement. Le projet de Doriot est brisé. Il remonte à Paris pour y reformer son parti désorganisé par la défaite. Quant à Marcel Déat, il manigance lui aussi pour tirer son épingle du jeu. Ce qu'essaye de vendre Déat au maréchal Pétain, c'est l'idée d'un parti unique. Et le parti unique est véritablement un élément constitutif d'un régime fasciste. Et le maréchal Pétain refuse l'idée de parti unique. Et donc Déat en est très mécontent, très frustré. Déat, pendant l'été 1940, il pense qu'il peut jouer sa carte à Vichy, il comprend qu'il a échoué, et il remonte sur Paris. Donc, on reconnaît les vrais collabos pur jus en 1940, à ce qu'ils remontent sur Paris. Certains sont déjà à Paris, mais ils sont assez peu nombreux. Ils remontent à Paris en août, septembre, octobre. Là, le clivage est net, c'est le cas de Déat, c'est le cas de Doriot. En zone occupée, Paris vit déjà à l'heure allemande. On y retrouve ce qu'on appelle les collaborationnistes, ceux qui souhaitent voir l'Allemagne gagner la guerre et qui sont prêts à s'engager pour instaurer un ordre nouveau en Europe. Ce petit monde est reçu régulièrement en grande pompe par l'ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abetz, qui a pour mission d'utiliser sa parfaite connaissance des milieux français pour servir au mieux les intérêts du pouvoir nazi. L'ancien membre des comités de rapprochement France-Allemagne dans les années 30 est passé depuis bien longtemps de la social-démocratie au national-socialisme, mais reste profondément attaché à ses amitiés d'avant-guerre. Il le dit lui-même dans ses mémoires. Les bonnes relations qu'il a sont avec des anciens de gauche, de la gauche pacifiste. Parce qu'avec eux, on peut parler. Avec eux, il est logique qu'il y ait une nouvelle Europe. La notion de nouvelle Europe, elle passe beaucoup mieux auprès des gens qui parlaient d'une nouvelle Europe à la fin des années 20. Sauf que maintenant, la nouvelle Europe est un peu différente de l'Europe qu'on aurait faite à la fin des années 20. Mais la notion de nouvelle Europe, la notion de réconciliation franco-allemande, elle leur paraît naturelle. Et Otto Abetz, c'est très intéressant à voir dans ses mémoires, n'a aucun atome crochu avec l'extrême droite française. En 1940, Vichy est un environnement encore composite. Si on y trouve des acteurs d'extrême droite, séduits par la personnalité de Pétain et la stature du chef militaire auréolé de la gloire des combats de 14-18 et de la victoire de Verdun,
Il est important de préciser que ceux-ci sont pratiquement tous sans lien avec la résistance, tout en étant présents à Vichy, dont ils cherchent à noyauter l'administration. A contrario, les personnalités de gauche et de centre-gauche, qui rejoignent Vichy avec enthousiasme, notamment à partir de l'entrevue de Montoire, y prennent progressivement la place que pouvait occuper une partie de l'extrême droite, tandis que l'extrême gauche entre en masse dans les partis collaborationnistes du communiste Doriot et du socialiste DA, qui estiment alors que Vichy ne collabore pas assez avec l'occupant. Au même moment, la résistance intérieure se structure et développe ses activités autour de ses premiers membres, quasiment exclusivement issus de l'extrême droite. Loustono-Lacau, qui montait depuis plusieurs mois un réseau de renseignement, entre définitivement dans la clandestinité. En contact avec les agents secrets gaullistes, ses relations avec De Gaulle se dégradent au fil des mois. Finalement, il préfère se rattacher directement au service secret britannique en avril 1941. Son réseau devient alors l'Alliance. L'Alliance qui va être le plus gros réseau d'espionnage qui va travailler pour les Anglais. Et c'est un réseau absolument magnifique, où il y aura un taux de perte absolument gigantesque, de perte, on va dire, ceux qui seront pris et tués par les Allemands, qui transmet aux Anglais toutes les informations sur l'aviation allemande en France, sur les bateaux, sur toutes les informations militaires nécessaires aux Anglais à faire la guerre et à bombarder quand il faut bombarder. Mais Loustono-Lacau est très vite arrêté et emprisonné par Vichy. Livré aux Allemands, il résiste à des dizaines d'interrogatoires et est déporté au camp de Mauthausen. Alliance n'a plus son chef et Marie-Madeleine Fourcade se retrouve désormais seule à la tête de ce réseau. Quand elle prend la tête du réseau, elle n'ose pas dire à Londres qu'elle est une femme. Parce qu'à Londres, on ne comprendrait pas qu'une femme prend la tête d'un réseau d'espionnage. Et donc, elle se fait passer pour un homme. C'est-à-dire, elle rédige ses textes au masculin et non au féminin, d'où la surprise des Anglais quand ils la rencontreront un peu plus tard au Portugal et qui voient arriver une femme, donc, qui est en fait la chef du réseau Alliance. Je ne peux pas dire que nous étions prédestinés. Nous étions très certainement prédisposés à faire ce que nous avons fait. Parce que nous étions un tout petit groupe de Français qui déjà, bien avant la guerre, avaient pensé que Hitler représentait un immense danger pour le monde. Et le fondateur de notre réseau, Georges Loustono-Lacau, avait 2 ans avant la guerre déjà accumulé un très très grand nombre de renseignements sur la puissance militaire de l'Allemagne. Au commencement de la résistance, les militants d'extrême droite sont présents en force, mais les événements s'enchaînent. Pendant ce temps, l'extrême gauche, regroupée au sein des partis collaborationnistes du communiste Doriot et du socialiste DA, développe des liens directs avec l'occupant, car elle estime que Vichy ne collabore pas assez avec les nazis. DA et Doriot, qui se détestent, deviennent les grands rivaux de la collaboration parisienne. Soutenus par les Allemands, qui se servent d'eux pour faire pression sur le gouvernement de Pétain, l'un comme l'autre aspire à regrouper sous sa propre bannière toutes les factions collaborationnistes dans l'espoir d'une prise du pouvoir à Vichy. Ce sont ceux qui viennent du Parti communiste et qui vont former avec Jacques Doriot le Parti populaire français, qui va être un des plus gros partis collaborationnistes de la France occupée. Et il y a ceux qui viennent du Parti socialiste et qui, avec Marcel Déat, vont former le Rassemblement national populaire, qui va être un des plus gros partis de la collaboration. Le RNP, dans sa seconde phase, disons, est un parti homogène en ce qui concerne son recrutement et sa composition, et même, je dirais, sa propagande. Quand on lit la presse du RNP, on est frappé par l'utilisation de thématiques qui sont des thématiques socialistes. En 1942, un virage historique important survient, avec le débarquement américain en Afrique du Nord. Là encore, l'extrême droite joue un rôle clé au sein de la résistance pour préparer le débarquement. Comme à Londres en 1940, où il y a une surreprésentation des Juifs, une surreprésentation de l'extrême droite, c'est la même chose pour la préparation du débarquement. En fait, les Américains, préparant le débarquement en Algérie, demandent à la résistance française « faites quelque chose pour nous faciliter le débarquement », parce qu'à l'époque, on ne sait toujours pas comment l'armée française d'Algérie va réagir. Et donc, là se crée une alliance entre, d'un côté, ce qu'on appelait le groupe des 5, qui sont pour la plupart des gens d'extrême droite, des Français d'extrême droite, certains même assez antisémites virulents, et d'autre part les Juifs. Parce qu'on a besoin d'hommes l'idée c'est, avant le débarquement, il faut s'emparer de la poste, il faut s'emparer de la gare, il faut s'emparer des téléphones, il faut s'emparer de plusieurs points stratégiques pour faciliter le débarquement américain. Or, où va-t-on trouver des gens sûrs, des gens qui ne nous dénonceront pas, des gens qui font le travail? C'est les Juifs. Ce groupe des 5, composé notamment de colonels de l'armée française,
mais aussi de dirigeants des huiles de sieur, financiers de la cagoule avant-guerre, stockent des armes, déterminent les lieux à occuper et manigancent avec le diplomate américain Robert Murphy. Leur chef, Henri d'Astier de la Vigerie, ancien journaliste, rêve de rétablir la monarchie en installant au pouvoir en Algérie le descendant de la famille royale. Là était Henri d'Astier de la Vigerie, ancien monarchiste de 45 ans, qui avait certainement dans sa jeunesse au quartier latin crié plusieurs fois mort aux juifs, et moi qui avais 22 ans, qui était juif, et qui avait, quant à mes sentiments vis-à-vis d'un homme comme lui, tout autant à son service qu'il en avait pour moi. Et nécessairement, on s'est rencontrés. Ça s'est passé à l'hôtel Saint-Georges. Eh bien, on s'est très bien entendu parce que la force du patriotisme, ce sentiment maintenant oublié, était quelque chose de considérable que vous avez beaucoup de mal à imaginer. Ces hommes permettent aux Alliés de débarquer à Alger le 8 novembre 1942. Après quelques heures avec l'armée vichiste, les troupes anglo-américaines s'emparent de la ville et s'établissent en Afrique du Nord. À partir de 1942, la gauche et le centre-gauche, qui étaient déjà très présents à Vichy, y renforcent encore leur position au point de finir par offrir des places au parti collaborationniste du communiste Doriot et du socialiste Déa, issus de l'extrême gauche pacifiste, à mesure que l'invasion de la zone libre met fin au rôle de connivence avec la résistance que certains acteurs d'extrême droite pouvaient prêter à Pétain et au régime de Vichy. En avril 1942, grâce aux pressions de l'ambassadeur Otto Abetz, Pierre Laval, tenu à l'écart du gouvernement de Vichy depuis décembre 1940, revient au pouvoir dans la station thermale. Vous n'avez rien à redouter, mais tout à espérer du régime qui s'instituera chez nous. Une république plus jeune, plus humaine, plus forte doit naître. Le socialisme s'instaurera partout en Europe, et la forme qu'il trouvera en France sera dessinée par notre caractère national. Dès son retour au pouvoir, Pierre Laval nomme René Bousquet, 33 ans, secrétaire général à la police et au maintien de l'ordre. Persuadé d'assurer la continuité de l'État, cet ancien préfet de la Troisième République a prêté allégeance dès 1940 au gouvernement de Vichy. René Bousquet est très représentatif de toute une tendance des fonctionnaires, on pourrait dire pour certains des hauts fonctionnaires français, qui sont issus de la Troisième République et qui, parce que ça allait de soi, et on pourrait dire par opportunisme, sont plutôt centre-gauche, ils ne sont évidemment pas extrême-gauche ni même socialistes, ils sont plutôt radicaux ou de sympathie radicale, voire franc-maçonne. Ces gens-là, quand ils restent aux affaires en 1940, vont pratiquer une sorte de zèle administratif qui peut s'accompagner d'une fascination d'ailleurs pour l'ordre allemand. Je pense que ça peut jouer pour Bousquet. Mais fondamentalement, ce sont des administratifs. Il est tout à fait fascinant de voir que toute une partie du personnel républicain, y compris d'un personnel républicain de gauche, va servir le régime de Vichy. En guerre. Si on dissipe le nuage, si on remonte les biographies dans les années 30, bien entendu, parce que eh bien on découvre que la part des anciens de la LICA, la part des anciens philosémites, la part des anciens Dreyfusards parmi les ministres de Pétain est importante. Il y a plus d'anciens Dreyfusards que d'anciens anti-Dreyfusards. De la même façon, il y a plus d'anciens philosémites qu'il n'y a d'anciens antisémites. Alors, bien entendu, les anciens Dreyfusards et les anciens philosémites qui sont à Vichy ne se vantent pas d'avoir été des anciens philosémites. Ils ne se vantent pas d'avoir été des anciens Dreyfusards. Donc, les identifier, ça demande un certain travail de recherche qui doit porter non pas sur ce qu'ils disent pendant la guerre, mais sur ce qu'ils disaient 40 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, vous voyez. La gauche renforce donc ses positions, qui étaient déjà très importantes dès 1940 à Vichy, au cours des années d'occupation. Pendant ce temps, au sein de la résistance, l'extrême droite qui était surreprésentée en 1940, au moment où les choix individuels ont été essentiellement guidés par des facteurs idéologiques, est de plus en plus rejointe par d'autres composantes politiques, guidées par des motivations parfois très éloignées de l'idéologie. Hiver 1943. L'armée allemande est en déroute à Stalingrad. L'espoir change de camp et de nouveaux engagements se font jour parmi de nombreux Français désireux de se battre les armes à la main. À partir du moment où la résistance devient un phénomène de masse ou de masse relative, le poids de l'extrême droite baisse et le poids des Juifs baisse. Là, ce sont des masses de Français auparavant non concernés. Par exemple, les jeunes qui fuient le service du travail obligatoire à partir de 1942-1943. C'est des gens qui voient la victoire approcher aussi. Lorsqu'en février 1943, le STO, service du travail obligatoire, est instauré, les maquis et les mouvements de résistance sont confrontés à l'afflux de jeunes réfractaires. Dans ces dernières années de guerre,
ces jeunes se politisent à gauche, voire à l'extrême gauche. La problématique devient une problématique de cohabitation entre les communistes et les autres, les gaullistes et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Elle devient une problématique qui anticipe d'1 an ou de 2 ans sur ce que sera la vie politique française après la libération. En ex-zone libre, désormais occupée par les Allemands, les mouvements prennent une importance considérable au sein de la résistance, qui s'unifie difficilement au cours de cette année 43. Ces mouvements de résistance sont différents des réseaux d'espionnage. Grâce aux distributions de tracts et à la diffusion de leurs journaux clandestins, ils ont une vocation beaucoup plus politique et s'adressent directement à une population de plus en plus hostile au régime de Vichy. Il y aura 3 grands mouvements en zone sud. Le plus grand sera Combat, l'unification de plusieurs groupes qui vont fédérer dans Combat. L'autre mouvement sera Libération, et le 3e mouvement sera Francs-Tireurs. Si vous prenez Combat, et vous prenez les personnalités importantes de Combat, beaucoup viennent de la démocratie chrétienne, et beaucoup viennent aussi de l'extrême droite. J'ai mentionné Jacques Renouvin, il y en a d'autres, Pierre de Bénouville. En 1940, Pierre de Bénouville, le bagarreur de l'Action française qui a rompu avec le mouvement au lendemain des manifestations du 6 février 1934, s'est évadé d'Allemagne où il était retenu comme prisonnier de guerre. En décembre 1942, il rencontre le chef du mouvement Combat, Henri Freinet, entre dans son mouvement et s'installe à Lyon, devenu le centre névralgique de la résistance. J'ai rallié Henri Freinet. Il m'a donné mission de créer le service national extérieur de la résistance, ce que j'ai fait. Quand Freinet a étendu les services que pouvait rendre ce service à l'ensemble des mouvements de résistance, j'ai continué à le diriger. Puis quand Freinet est parti pour Londres, il a été remplacé par Claude Bourdet et par moi au comité directeur des mouvements unis de résistance. Et c'est ainsi que se sont passées ces années. Autre figure du mouvement Combat, Jacques Renouvin, avocat ultra-royaliste, connu pour avoir défendu devant la justice les émeutiers du 6 février 1934, constitue les corps francs, exclusivement réservés à l'action la plus dure. Ces hommes procèdent à des coups de main, font dérailler des trains, commettent des attentats simultanés dans plusieurs villes de France, visant les officines de la collaboration, exécutent les Allemands et les collaborateurs. Les kermesses, comme Renouvin les appelle, doivent faire régner un sentiment d'insécurité pour les partisans les plus zélés du maréchal ou des Allemands. Véritable meneur d'hommes, Renouvin mêle dans ses rangs les éléments les plus extrêmes, de droite comme de gauche. Homme de contact, Bénouville met quant à lui en relation Combat avec l'OSS, les services secrets américains, ancêtres de la CIA, qui finance le mouvement. Homme d'organisation, il aide un de ses amis qui vient de quitter l'administration vichiste à monter son réseau de renseignement. Cet ami, c'est un certain François Mitterrand. Homme d'action, il rejoint le front italien à la tête d'une compagnie de tirailleurs marocains et entre dans Rome libérée le 4 juin 1944. Pendant ce temps, à Vichy, l'extrême gauche collaborationniste du communiste Doriot et du socialiste Déa, qui a fini par entrer en force au gouvernement, poursuit sa radicalisation. Nous sommes en 1943. Les jours de la collaboration sont comptés. Pourtant, les chefs des partis pro-nazis se radicalisent toujours plus. La radicalisation des mouvements collaborationnistes s'explique sans doute par la marche du conflit. À partir du moment où ces individus sont allés trop loin, qu'il n'y a pas d'espoir au fond de pardon de la part des autorités qui s'installeront en France à la Libération, ils s'associent de plus en plus étroitement avec l'Allemagne nazie. Les collaborationnistes qui se radicalisent, ce sont des désespérés d'une certaine façon. Ils savent très bien qu'ils sont impopulaires, mais ils pensent que le sens de l'histoire continue à souffler dans leur direction. Donc, ils font partie d'une élite qui a raison. Et d'une certaine façon, ils sont plus antisémites, plus admirateurs d'Hitler en moyenne qu'au départ. Devenu le secrétaire général du parti de Déa, Georges Albertini reste persuadé que l'Allemagne peut gagner la guerre. Le 30 septembre 1943, il célèbre les 5 ans des accords de Munich. Aujourd'hui, que la guerre est venue, qu'elle a provoqué l'effondrement de la France, qu'elle a plongé tous les Français dans de terribles malheurs, qui donc peut douter que nous avions raison? Et c'est pourquoi, tournés vers les socialistes et les syndicalistes qui étaient avec nous dans ces jours de septembre 1938, nous leur disons: votre combat d'alors pour la paix du monde était le bon combat. Vous aviez raison, et ceux du parti de la guerre avaient monstrueusement tort.
Dans les derniers mois de l'occupation, les partis collaborationnistes se parent définitivement des oripeaux du nazisme. Culte du chef, organisation sociale et de jeunesse, surenchère dans l'antisémitisme. Georges Albertini, admirateur de Robespierre, exhorte à mettre la terreur à l'ordre du jour. Le sang doit couler en France, exige-t-il. Les chefs collabos quémandent encore et toujours auprès des Allemands des places au gouvernement de Vichy qu'ils jugent trop timorés. Le 16 mars 1944, à quelques mois à peine du débarquement en Normandie, c'est la consécration pour les hommes de Marcel Déat, nouveau ministre du Travail de Pétain. Albertini devient son directeur de cabinet. Bientôt, l'Allemagne nazie va s'effondrer, et pourtant, les Allemands dénichent encore des soutiens parmi les collaborateurs venus de la gauche. C'est le cas du très brillant Claude Jammet, qui est un itinéraire typique de la gauche d'avant-guerre, socialiste, candidat socialiste aux élections cantonales, ultra-pacifiste, antifasciste. Et puis, en 1944, en mai 1944, quelques semaines avant le débarquement, il accepte de créer Germinal, titre zolien, hebdomadaire de la gauche de la collaboration. Une fois que l'histoire est rétablie, on mesure donc bien à quel point les individus d'extrême gauche qui, tout en se clamant antifascistes, affirment aujourd'hui s'inscrire dans l'héritage de la résistance, au motif qu'ils combattent des Français qu'ils qualifient d'extrême droite, sont dans une imposture. Jean Moulin, qui n'a trouvé pratiquement que des interlocuteurs d'extrême droite quand il a rejoint Londres, en 1941, après avoir pris contact avec la résistance, a même choisi comme secrétaire et homme de confiance Daniel Cordier qui, de son propre aveu, était totalement d'extrême droite au moment des faits. Un député LFI comme Raphaël Arnaud, qui se prend aujourd'hui pour Jean Moulin au motif qu'il passe son temps à attaquer une supposée extrême droite et que 3 de ses actuels ou anciens collaborateurs parlementaires sont impliqués dans l'enquête sur l'assassinat du jeune Quentin, un militant de l'Action française, et donc finalement bien plus proche du personnage d'Adolfo Ramirez, le milicien collaborationniste du film Papy fait de la résistance, que d'un résistant. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas la comprends peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop! En effet, on mesure bien que, par son idéologie, Raphaël Arnaud et LFI empruntent exactement les mêmes dérives que celles qui ont caractérisé les partis collaborationnistes sous l'occupation. Tandis que le jeune Quentin, assassiné à Lyon par la milice qu'a fondée Raphaël Arnaud, était animé par les idées monarchistes de l'Action française, qui ont guidé l'écrasante majorité des résistants français de la première heure. Pour conclure, on peut donc dire que le journaliste d'extrême gauche du média Parole de collaborateur a tout faux et que Gilles Lelouch a bien fait de ne pas abonder dans son sens. Si on veut à tout prix établir une filiation idéologique au RN et à LFI par rapport à l'époque de Jean Moulin, et que l'on considère que le RN est d'extrême droite, tandis que LFI est d'extrême gauche, alors il faut au contraire affirmer que le RN s'inscrit clairement dans l'héritage des résistants de la première heure, tandis que LFI s'inscrit dans la lignée des partis collaborationnistes du communiste Doriot et du socialiste Déat. Voilà ce que dit l'histoire une fois qu'elle est rétablie. Si cette analyse vous a intéressé, pensez à commenter, partager et vous abonner à l'Histoire rétablie pour soutenir la diffusion d'une histoire documentée et vérifiable. Face à la propagande, la vérité historique doit être rétablie.